Après le brillant exposé de professeur Ancel, que dire encore? Les Balkans, il expliquait pourquoi, sont la poudrière, il était plutôt la poudrière de l'Europe. Et le problème vindicatif de mémoire des victimes qui sont victimes des autres toujours et pas soi-même est vraiment compliqué. L'un des problèmes aussi des Balkans, bien sûr, est le problème des frontières. Les frontières réelles, mais aussi imaginaires toujours, le poids des empires, des rapports ambivalents avec soi-même, avec l'Europe, frontières imparfaites, bien sûr, mais s'il existe des frontières parfaites. L'écrivain yougoslave Danilo Kiš, qui est d'origine serbe, est l'auteur d'un récit où son héros ne quitte jamais sa maison natale, mais il vit dans 4 pays différents pendant sa vie. Et cela nous donne une idée de complexité des Balkans, où l'imaginaire des frontières continue d'alimenter les débats sur les identités, les souverainetés, les appartenances. Et est-ce que le projet européen donne vraiment une autre possibilité, une choix réel, politique, etc. On va commencer avec Cyril Blondel, qui est maître en conférence en géographie, l'Université de Reims. Monsieur Blondel est aussi responsable du master géopolitique. Ses travaux portent sur la stigmatisation des territoires frontaliers et périphériques de l'Europe. Il a travaillé beaucoup sur la frontière Serbie-Croatie et on va expliquer peut-être le conflit yougoslave et post-yougoslave qui est vraiment important pour comprendre le Balkan. Monsieur Blondel, vous avez la parole. Bonjour, merci pour l'introduction. Je ne suis pas sûr que j'ai expliqué le conflit yougoslave, ce serait prétentieux, mais je vais essayer de parler un petit peu de mes travaux en effet. Donc là, sur la question des luttes identitaires, moi j'ai l'impression que ce n'est pas très nouveau, on parle toujours de retour du nationalisme, j'ai l'impression qu'il n'est jamais parti très très loin, le nationalisme ou les nationalismes. Enfin, je ne suis pas historien, hein, je suis géographe, mais j'ai l'impression quand même que en fait, c'est toujours un peu les mêmes sauces qu'on nous ressort et qu'on nous resserre, souvent cuisinées différemment, hein, avec d'autres questions, mais c'est quand même un petit peu les mêmes logiques. Et peut-être que c'est parce que je deviens vieux et que je viens d'avoir 40 ans que j'ai l'impression que les trucs se répètent, mais en tout cas, j'ai déjà l'impression que l'histoire, elle est condamnée à se répéter. Pour moi, le point de départ par rapport à ça, c'est que, à mon avis, il y a une réflexion sur politique, rien n'est jamais gagné, et comment en fait on n'aboutit pas. L'Europe, c'est pas un projet fini. On est tout le temps en train de refaire l'Europe. Là, ça me faisait penser à ça ce matin. Mais sur quelle base? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Pourquoi? Comment? C'est généralement comme ça que je commence mes rentrées du master géopolitique. C'est la question que je pose. J'ai des étudiants dans la salle. C'est qu'est-ce qu'ils veulent défendre et pourquoi et comment? Mais je pense que c'est une question qu'on peut se poser tous. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Pourquoi et comment? Alors après aussi, moi je suis donc géographe. J'ai en effet fait une thèse sur la frontière Serbie-Croatie dans le cadre de la préadhésion à l'Union européenne. Donc j'ai fait un terrain au moment où la Croatie est entrée dans l'Union européenne et où la Serbie n'est pas rentrée dans l'Union européenne, hein, puisqu'elle n'y est toujours pas. Et j'ai un petit peu observé, pas du point de vue de l'Europe, mais du point de vue des populations locales, comment est-ce qu'on fait avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un discours là de modernisation, un projet, un discours assez dégueulasse, puisque les pays occidentaux, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, on ne leur a pas demandé de mettre en place des politiques d'adaptation, d'intégration, mais par contre, l'Est, hein, qui est un peu différent, qui est sous-développé, qui est bête, on leur demande, eux, de mettre en place des politiques pour s'adapter aux idéaux occidentaux. Donc moi, j'ai regardé, qu'est-ce que ça provoque, ça, cette politique, chez les gens, chez les habitants, là, qui habitent dans ces territoires périphériques, pas dans les capitales, hein. Il y a souvent une adhésion plus directe à des projets politiques, mais vraiment dans les territoires périphériques, là, on se sent justement un petit peu marginalisé. Ensuite, après, j'ai travaillé aussi en Estonie, donc ça fait un petit point avec le truc de ce matin. J'ai travaillé aussi sur un autre territoire périphérique, cette fois dans le nord de l'Europe, où j'ai fait un postdoc. Et ensuite, après, j'ai travaillé dans le Pas-de-Calais et dans les Ardennes, et donc un autre territoire périphérique où il y a beaucoup de Front National en ce moment. Donc, je vais pouvoir essayer de faire un petit peu du lien entre toutes ces questions-là qui nous ont traversées depuis ce matin. Alors,
Le panel aujourd'hui, là, il parle d'imaginaire et je trouve que c'est quand même un mot qui est intéressant et qui va nous intéresser aussi en tant que géographe. Nous, on parle plutôt de représentation territoriale, mais en tout cas, c'est de ça que je vais parler. Et ça m'intéresse plus que la vérité. J'ai déjà dit ce matin quand j'ai réagi, parce qu'à mon avis, la vérité aujourd'hui, c'est un mot compliqué, il est même dangereux. Il suffit de voir l'usage qu'en fait Trump. On parle même de post-vérité. Donc là, on est sur un endroit, à mon avis, qui est compliqué. Moi, ce qui m'intéresse sur les représentations territoriales, dans ce panel, c'est vraiment les représentations des territoires et des gens et les clichés qui sont associés. Souvent, on a des clichés qui sont associés, je sais pas, les Italiens, ils parlent comme moi, là, en remuant les mains, et puis ils parlent plus fort. Enfin, ça, c'est un ensemble comme ça de clichés, de stigmates qui sont associés à différentes régions. Et plus important, comment cet ensemble de clichés, ils sont manipulés par le politique pour produire de la similarité et de la différence. Donc comment on fait un projet politique avec ça? Et là on voit bien, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, comment à un moment, le projet politique du faire ensemble à l'échelle de la Yougoslavie, il n'a plus de sens, ou en tout cas il est questionné, et comment on crée d'autres projets politiques en manipulant des imaginaires territoriaux. Donc là évidemment, à chaque fois, les gens les plus à l'ouest sont les vrais occidentaux, donc les Slovènes sont les vrais occidentaux, les premiers à rentrer dans l'Union européenne, puis les Croates, hop, emboîtent le pas et disent que ah oui, mais alors nous aussi on est les vrais occidentaux, on est plus germanique comme peuple, on est différencié des barbares qui sont des Serbes, qui sont plus ottomans, et donc ce décalage de la frontière de l'ouest vers l'est qui est toujours une manipulation d'une représentation territoriale et toujours une manipulation de qu'est-ce que c'est que la modernité, qu'est-ce que c'est que l'adhésion à l'Occident, et aussi en référentiel, qu'est-ce qu'est l'autre, celui avec qui on ne veut plus faire projet et celui qu'on remplit de tous les clichés négatifs. Donc ce projet-là, il est tout le temps là et il est tout le temps en discussion, en débat. On a en ce moment ce débat-là sur le conflit russo-ukrainien aussi, de l'adhésion à l'Occident face aux Russes barbares, alors que le Russe dont on a parlé et qui flotte depuis ce matin, il y a des Russes avec différents projets, et il y a aussi un débat politique en Russie, il n'y a pas que la vision de Poutine. Donc, une fois que j'ai dit ça, il faut que je reprenne l'ordre de mes pensées. Moi, je vais m'intéresser, surtout que là, avec le keynote, on a déjà parlé des irrodentismes, on a aussi parlé moi, je vais dire de l'obsession dans la manière dont on traite des Balkans, et je vais essayer d'avoir un petit point critique par rapport à ça, avec, peut-être pour commencer, cette idée et cette fatigue, c'est pas de moi, qu'on observe tout le temps les Balkans à travers le nationalisme, et qu'on parle toujours des Balkans de cette manière-là, alors que les Balkans, c'est aussi un territoire qui a dû intégrer très rapidement les lois du capitalisme, qui a dû très rapidement évoluer pour aussi s'adapter au cadre occidental. Et je pense que Milana en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, donc je vais lui laisser parler de ça aussi à partir des terrains qu'elle a réalisés. Et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent et qu'il faut essayer de ne pas oublier d'en parler. Moi, j'ai abordé 3 imaginaires qui me paraissent importants. Le premier, c'est le nôtre. Le nôtre en tant que... Alors là, je parle en tant que Français et en tant qu'occidental. Mon collègue a cité Maria Todorova, et c'est évidemment encore d'actualité aujourd'hui. C'est l'orientalisme qu'on a à l'intérieur de nous et le balkanisme qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, cette manière de voir toujours les Balkans comme un espace chaotique, sanglant, c'est toujours cette idée-là, dans la définition là, même du panel encore, on parle encore de territoire sanglant. Donc, comme s'il n'y avait pas eu de guerre dans le reste de l'Europe, comme s'il n'y avait pas de guerre en ce moment partout ailleurs, pourquoi il serait plus spécifiquement sanglant qu'un autre? Pour moi, ça crée vraiment une obsession sur la manière dont on regarde ce territoire-là. Ça imprègne toute nos représentations populaires. Et puis, c'est aussi une forme d'impérialisme. Ça crée, du point de vue occidental, une manière de regarder qui nous permet de rester dans un rapport hiérarchique où nous serions les modernes, les évolués, qui allons porter la bonne parole aux balkaniques, qui ne sont pas encore tout à fait européens, pas encore tout à fait bien intégrés. Et c'est ça l'orientalisme, à mon avis. Et on n'en est pas exempt là maintenant dans cette forme de conférence, et j'en suis pas exempt moi-même en train de prendre la parole, en train d'expliquer ça. C'est, à mon avis, problématique, et ça reproduit le rapport de domination entre l'Ouest et l'Est, et ça empêche, à mon avis, une discussion d'égal à égal. Et ça, c'est compliqué, et on n'arrive vraiment pas à le dépasser, parce que c'est autant reproduit par les Occidentaux que par les Orientaux. Donc, il y a vraiment cette opposition-là, ce premier imaginaire dont on a du mal à se départir, qui, à mon avis, nous accompagne, y compris dans ces conférences.
Le deuxième, c'est, à mon avis, l'imaginaire européen, le deuxième que je vais aborder, il y en a plein d'autres. C'est un autre imaginaire qu'on a aussi ici, et c'est aussi pour ça que j'ai réagi tout à l'heure ce matin, qu'il n'y aurait que deux camps, un camp pro-européen et un camp anti-européen. Et qu'on s'oppose et on se range par rapport à cette logique-là. Le problème, quand on réfléchit de cette manière assez dichotomique, c'est qu'on empêche la possibilité de débattre de quelle Europe nous voulons. Dans le camp pro-européen, il y aurait donc soit, c'est l'espèce de hold-up que nous propose Macron, soit vous êtes anti-européen, vous votez Marine Le Pen, soit vous êtes pro-européen, vous votez pour Macron. Mais est-ce qu'on ne peut pas être pro-européen et voter pour une autre Europe? Est-ce qu'on ne peut pas voter pour d'autres valeurs, pour d'autres projets politiques que celui-là? Et c'est pour ça, il y a des gens qui considèrent que dans l'Europe actuelle, il y a des choses injustes. Je ne sais pas, en France, on a eu des défilés des agriculteurs, on en a eu partout en Europe. Donc des gens qui ne se retrouvent pas dans le projet capitaliste de l'Union européenne aujourd'hui et qui vont, parce qu'ils trouvent ça injuste, parce qu'ils considèrent qu'ils sont laissés de côté, ils sont périphéralisés, ils sont marginalisés. Ça les pousse à deux types de logiques. La première, c'est l'abstention. La moitié des gens s'abstiennent aux élections européennes, n'oublions pas ça. Premier vote de contestation. Et deuxième vote, un vote pour l'extrême droite. Et moi, dans mon terrain, dans le Pas-de-Calais, les gens que j'ai rencontrés qui votent extrême droite, ils sont bien conscients que Jordan Bardella, il a fait une campagne nul. Il a perdu tous ses débats télévisés, il était vraiment, vraiment mauvais. Mais c'est pas ça, il n'a pas besoin d'être bon. On n'en a rien à faire en fait qu'il soit mauvais. Parce que c'est un vote contestataire. On vote, les gens du Pas-de-Calais, ils me disent qu'ils votent pour lui parce qu'ils veulent emmerder l'élite qui ne fait pas attention à eux. Donc on est sur un endroit, c'est pas que du racisme, c'est trop simple de dire que c'est que être anti-européen, c'est que rejeter les étrangers, c'est aussi un vote de contestation contre le projet libéral européen tel qu'il est pensé aujourd'hui. Je vous dis ça comme, à mon avis, un autre endroit qu'il faut qu'on déplie. Et ça, je l'ai retrouvé aussi quand j'étais dans mon terrain en Croatie, au moment de l'adhésion à l'Union européenne. On était en 2013. Et moi, j'étais en Croatie sur le terrain à ce moment-là. Il y a eu le référendum d'adhésion. Et là, assez surprenant en Croatie, une majorité de la population ne s'est même pas déplacée. Et une courte majorité des gens qui se sont déplacés a voté pour rentrer dans l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'en gros, 2/3 à 3/4 des Croates n'étaient pas hyper emballés par l'entrée dans l'Union européenne. Donc voilà, on n'a pas une montée de l'anti-européanisme, on a un doute sur qu'est-ce que le projet européen aujourd'hui. Et encore une fois, quand je parlais aux populations locales sur mon terrain où j'ai passé 7 ans, j'ai habité très longtemps là sur cette frontière, et qu'est-ce que me racontaient les gens quand j'allais boire des coups avec eux? C'était, nous, qu'est-ce qu'on a à gagner de l'Europe? On croit dans le projet de paix, ça d'accord. Par contre, au niveau économique, on va juste se faire dégommer, on va juste encore plus être marginalisé, on n'en a rien à faire de nous. Donc l'adhésion dans l'Union européenne, c'est bon gré, mal gré, mais c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Enfin, parce qu'il ne faut pas non plus que je parle pendant 10 ans, troisième imaginaire, je suis bavard, troisième imaginaire, mais on a parlé ce matin beaucoup, et c'est normal puisqu'on a parlé de la guerre et qu'on est rentré par cet angle-là, je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'imaginaire russe, comme s'il y avait une espèce de grande Slavia qui va de Tallinn jusqu'à Sofia. Et l'Europe de l'Est, c'est des Europes de l'Est, et il y a plein d'Europes de l'Est différentes. Il faut déplier, à mon avis, un petit peu ça, il faut déplier les histoires de quel impérialisme on parle. Enfin, encore une fois, j'ai vécu en Estonie, évidemment que dans les pays baltes, l'impérialisme russe, il a été violent, il a été direct, déportation de pratiquement la moitié de la population, remplacement par des Russes sur le territoire, qui ont dominé le territoire pendant 50 ans. Évidemment, cet imaginaire, il est hyper important, mais quand on regarde là, l'ex-Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, mon collègue va en parler très très bien, mon collègue historien, on a d'autres impérialismes. On a l'impérialisme ottoman, l'impérialisme austro-hongrois, et il y a eu des flux et des reflux qui ont laissé des traces dans ces pays, et qui explique probablement que dans ces territoires-là, on n'est pas tout à fait le même type de prise de position, notamment par rapport au conflit russe, de par le fait que, n'oublions pas qui a permis aux pays des Balkans de devenir indépendants, et puis aussi, on le voit les traces, on a fait le travail mercredi quand on allait voir les monuments aux Russes libérateurs, quelle construction du discours on a eu un moment sur la libération
libération des Russes au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et la première référence, c'était vraiment Première Guerre mondiale, la libération des Balkans du joug ottoman. Donc voilà, forcément que là, il y a des différences de perspectives qui, on en a parlé ce matin aussi, expliquent probablement qu'on ait des populations qui sont moins engagées dans un anti-russisme primaire du fait d'histoires qui sont un peu différentes de celles qu'ont connues le nord de l'est de l'Europe. Moi, je pense que je vais m'en arrêter là. Et puis, j'ai bien largement assez parlé et laisser la parole à Milena. Blondel. Donc, on a compris les trois imaginaires et tous ces flux et reflux de l'impérialisme, nationalisme entre Croatie, Serbie et aux Balkans. Maintenant, je donne la parole à Milena Čergić, qui est anthropologue, spécialiste des transformations économiques et socialiste dans les Balkans, notamment Bosnie-Herzégovine et Monténégro. Je sais qu'elle étudie le cas d'une ville, Tuzla. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Alors, merci Cyril pour ces pensées très, très inspirantes. Je me suis posé aussi la même question quand j'ai formé mon projet de recherche et étant né en Bosnie, en Yougoslavie, c'était encore la Yougoslavie, ayant grandi en Autriche et ayant fait mes études en Europe, en France, en Autriche et en Allemagne, j'ai vu comment les Balkans étaient représentés dans le monde académique et dans le monde politique et médiatique. Et c'est en effet cette histoire, toujours cette image des conflits, de choses qui à la fois ne bougent pas, mais à la fois elles bougent trop. Pardon. Et comme voilà, j'ai écrit une thèse sur la Bosnie, sur une ville de la Bosnie-Herzégovine, Tuzla, je voulais voir ce qui se passe en dehors de tous ces imaginaires, en dehors des questions ethniques, en dehors de ces frontières figées, et voir voilà, ce qui se passe dans la vraie vie quotidienne voilà, en Bosnie. Okay. C'est vrai que vous le savez, la Bosnie, c'est un pays ethniquement divisé. Les accords de Dayton ont instauré un État très, très figé, très inflexible, très compliqué à comprendre aussi par les citoyens et citoyennes, très, très absent dans la vie quotidienne, mais en même temps toujours évoqué par les élites ethno-nationalistes comme étant très, très problématique. En fait, la division fait que la vie normale, on parle en anthropologie, on étudie ce que c'est la vie normale. En Bosnie-Herzégovine, la vie normale n'est pas, soi-disant, possible. Et vous savez qu'il y a deux entités. Vous savez qu'il y a la Republika Srpska, on l'a déjà évoqué pendant le discours, qui est très, très voilà, pro-russe et nationaliste, dont les élites ethno-nationalistes évoquent toujours les relations avec la Serbie, avec la Russie. Quand on se balade à Banja Luka, il n'y a que des drapeaux russes et que de slogans pro-russes. Nous avons aussi dans le sud les nationalismes musulmans et croates. Et la construction étatique est tellement complexe. Nous avons deux gouvernements dans deux entités et dans l'entité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est habitée majoritairement aujourd'hui par les Bosniaques et par les Croates. On a 10 cantons et donc 10 systèmes, 10 gouvernements cantonaux. Désolée, le français n'est pas ma langue maternelle. Voilà. Et tout ça est très, très complexe. Et les recherches en sciences sociales présentent donc la Bosnie comme quelque chose de complètement immobile. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui se passe si on regarde en dehors de ces divisions ethniques? Et qu'est-ce qui se passe si Qu'est-ce qui se passe si on étudie des endroits, des espaces qui sont définis à travers d'autres formes d'identité? Et je suis allée à Tuzla parce que je me suis intéressée à une chaîne de supermarchés qui est maintenant la chaîne de supermarchés la plus importante dans le pays. C'est une chaîne domestique
qui est né dans cette ville. Et Tuzla, peut-être que vous le savez, c'est un des rares endroits où les habitants et habitantes ne se définissent pas à travers les catégories ethno-nationalistes, mais ils votent déjà social-démocrate. Voilà, on peut discuter ce que c'est la social-démocratie, si elle existe encore ou non, mais ce n'est pas important. Le Parti social-démocrate en Bosnie se définit à travers la délimitation contre les partis ethno-nationalistes. Et les habitants de Tuzla sont très fiers de leurs histoires travaillistes de la Yougoslavie. Vous voyez beaucoup de portraits de Tito dans la vie quotidienne, beaucoup de nostalgie évidemment vers la Yougoslavie, mais beaucoup de mémoire sur la Yougoslavie qui est constamment mobilisée. Et c'est une ville qui était un centre très important industriel yougoslave. Il y a une économie industrielle de charbon et de sel. Et donc tout ça influence l'espace social et politique à Tuzla, où il y a un énorme antinationalisme. Il y a encore beaucoup de mariages comparés aux autres endroits entre différents groupes ethniques. Et les gens ne parlent pas de croates, serbes ou bosniaques, ils disent les gens de croyances orthodoxes, etc. Et souvent, ils ne veulent pas se définir primairement à travers ces catégories ethniques. Voilà. Donc, si on enlève cette catégorie ethno-nationaliste et on observe un peu ce qui s'est passé dans cette ville, on voit d'autres identités qui émergent ou d'autres frontières. Voilà, je vais en parler maintenant. Parce que souvent on oublie, ou dans les sciences sociales, souvent on oublie que il n'y a pas eu que la guerre, il y a aussi eu la fin de la Yougoslavie. La fin de la Yougoslavie et la guerre qui, ensemble, pendant la guerre, où il y a une grande partie de l'industrie qui a été détruite, après la guerre, les partis ethno-nationalistes qui sont venus au pouvoir se sont réappropriés les ressources économiques du pays. Ils se sont divisés ces ressources entre les élites qui se définissent, qui étaient très liées avec les partis ethno-nationalistes. Et il y a eu une énorme destruction de l'industrie et on parle de la dépossession des travailleurs. Vous savez qu'en Yougoslavie, c'était la propriété sociale. Après, c'est devenu la propriété de l'État public et qui a été vendue et privatisée aux investisseurs étrangers ou locaux qui ont détruit les usines, souvent sans raison. Voilà. Et donc, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Destruction, dépossession des travailleurs, qui est un sujet très central dans la ville de Tuzla. Peut-être vous vous souvenez, en 2014, il y a eu un des premiers grands mouvements des citoyens qui ont commencé à lutter pour ce qu'ils appellent la justice sociale, donc contre toute forme de privatisation, dépossession, contre toutes les injustices, parce qu'un grand nombre des citoyens est resté sans retraite, sans paiements sociaux, etc., sans possibilité pour un avenir, etc. Et ce mouvement a commencé à Tuzla et après il a été reproduit en fait dans le pays entier. J'ai fait cette étude sur l'entreprise de supermarché et je trouve cette perspective très intéressante parce qu'une entreprise domestique qui est née dans cette ville et qui s'est créée sans capital étranger, etc. Et c'était intéressant comment cette entreprise essayait de se positionner dans ce contexte ethno-nationaliste. Et les supermarchés de cette chaîne, je vous dis le nom, je ne fais pas la pub, mais c'est Bingo, peut-être vous connaissez. Les supermarchés de Bingo sont présents partout en Bosnie-Herzégovine, ce qui est très intéressant parce que le marché des entreprises est aussi très ségrégué à travers les frontières ethno-nationalistes. Vous avez beaucoup plus d'entreprises serbes en Republika Srpska, que en fédération, etc.
cette entreprise, elle se positionne contre l'État en faisant... c'est aussi une entreprise qui exploite les travailleurs. Ça, c'est un fait très important à ne pas oublier. Je ne suis pas en train de défendre le capitalisme, etc. Mais c'est aussi une institution qui donne certaines sécurités aux citoyens en donnant un emploi formel, ce qui était très rare après la guerre, etc., en donnant des possibilités, en achetant des usines privatisées et fermées, en recommençant la production. Voilà. Il y a eu une sorte de développement domestique, et c'est quelque chose dont on ne parle pas quand on parle de la Bosnie. Ce qui se passe à l'intérieur dans l'économie privée. Évidemment, il ne faut pas, comme je dis, ne pas défendre tout ce qu'ils font, etc. Mais cette perspective est aussi essentielle. Mais je vous ai parlé, je vais essayer d'être très bref, je vous ai aussi parlé des donc, frontières ethniques, de cette division du pays, etc. Mais il faut aussi penser aux frontières transnationales. Il faut penser par rapport à l'Union européenne. La Bosnie, elle est candidate depuis 2022, depuis très récemment, pour l'accession à l'Union européenne. Mais l'Union européenne, elle est complètement absente dans le pays. Quand on parle avec les gens, c'est très intéressant, cette absence de l'Union européenne. Après, c'est aussi compréhensible. Mais la façon dont l'Union européenne se représente dans les gens, avec les gens, c'est dans les formes de mobilité et de migration, et surtout l'imaginaire de l'Allemagne. L'imaginaire de l'Allemagne, parce que depuis 2015, les citoyens de Balkans de l'Ouest ont le droit, s'ils trouvent un emploi, etc., de rester en Allemagne sans visa, etc. C'est un nouveau régime de mobilité qui a mené à une nouvelle forme de migration. Et donc, les nouvelles frontières sont élargies et sont transnationales. L'Allemagne semble plus proche que Banja Luka, depuis Tuzla, ou que Sarajevo, dans certains cas, ou que Belgrade. Donc, il faut penser les frontières différemment maintenant et voir comment les gens bougent et ce qu'ils font avec, parce qu'ils sont évidemment conscients qu'ils donnent leur main-d'œuvre à l'Union européenne, etc., et qu'il y a des formes d'exploitation, des formes coloniaux, etc. Voilà, je donne ce mot, mais vous savez ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est des nouvelles formes de frontières. Je vais m'arrêter ici parce que je veux donner aussi la parole aux autres et j'ai hâte de discuter avec vous. Merci, Milena. On a appris beaucoup de choses. Même sur les divisions ethno-nationalistes, qui passent aussi par le supermarché, qui est incroyable. Maintenant, je donne la parole à Gergely Rosmic, chercheur hongrois, Centre de recherche et sciences humaines, Institut d'histoire en Hongrie. Donc, il va parler, si j'ai bien compris, sur les frontières parfaites et frontières imparfaites, si ça existe. Tout à fait, et les dangers des oui, ça marche. Ouais. Je m'excuse, le micro est éteint. Mais alors, oui, alors je voudrais parler sur certains rêves historiques qui caractérisent notre région, dont se traite la question des frontières parfaites et les dangers associés avec ce type de rêve. Alors, les imaginaires des ordres politiques internationaux ont toujours été profondément géographiques. Et en fait, le prochain table ronde ici présentera Michel Fouché, dont le travail et les recherches devraient orienter toute personne intéressée par ce sujet. À ma part, je voudrais aborder un cas de géographie civilisationnelle dans mes remarques que je pense sont également valables pour des régions plus larges de l'Europe centrale, orientale et de l'Europe de l'Est. Alors, les nationalistes libéraux du XIXe siècle, dans cette partie du monde, croyaient fermement que la civilisation moderne était intimement liée au constitutionnalisme, à la société civique et, d'une certaine manière,
ancrés dans ce qu'ils appellent l'Occident. Ils exprimaient souvent une profonde aversion pour le Nord autocratique, la Russie, et un dédain pour l'Est musulman et faible. Alors, une façon de proto-orientalisme. En bref, leur nationalisme était un nationalisme mazinien, ou lamartinien si vous voulez, concevant les nations comme des acteurs éthiques et synthétisant les éthiques cosmopolites et particularistes dans ce que, dans la philosophie moderne, on appelle parfois bounded cosmopolitanism, cosmopolitisme délimité. Alors, selon eux, selon ces nationalistes du 19e siècle, mi-19e siècle, les frontières délimitent les nations et les acteurs éthiques de la politique internationale, qui sont les nations, mais elles peuvent aussi être transcendées. Comme nous le savons tous, dans la pratique, les programmes politiques nationaux ont effectivement cherché à transcender les frontières, mais ils ont généralement pris une dimension plus impériale et non mazinienne, fédéraliste, etc. L'élan mazinien initial s'est essoufflé en fait très rapidement, en quelques décennies, cédant sa place à des nationalismes désireux de se tailler ce qu'ils estimaient être un espace organique prédéterminé à habiter, à coloniser et en fin de compte à homogénéiser. Ces logiques de conquête et de domination ont inscrit leur histoire violente dans les cartes géographiques pendant les périodes de bouleversement et d'affrontement, depuis les guerres de libération du XIXe siècle jusqu'à la Grande Guerre, en passant par les guerres balkaniques. Cela a contribué à la survie des logiques hybrides soutenues par un mélange de récits de victimisation, d'ambition de domination, d'incorporation, d'assimilation. Ça explique pourquoi dans notre partie du monde, par exemple, la Première Guerre mondiale n'a jamais été une guerre dépourvue de sens. C'est tout à fait différent comme dans l'Ouest. Elle n'a jamais été le symbole d'une destruction insensée. Elle a été vue comme un grand bouleversement qui a permis à des nations sans État d'avoir leur État, à des États croupions d'être reconstitués, et dans les cas des perdants, la Turquie, la Hongrie, la Bulgarie, à quelques mesures, à des États entiers de devenir des États croupions. Alors, ce qui résulte de ces expériences, les névroses frontalières ou les frontières névrotiques qui ont résulté, selon votre préférence, quelques décennies plus tard, ont ouvert la voie à la pénétration nazie dans notre région. Et cette influence nazie, presque comme une pique de rappel, en fait en sorte que certaines de ces névroses frontalières survivent jusqu'aujourd'hui, se fondant, mais mélangeant parfois avec les expériences plus récentes du processus de dissolution post-yougoslave. Les recherches historiques les plus récentes se concentrent souvent sur les microcosmes vivants qui ont vu le jour autour des frontières agitées et mobiles. Je suis heureux d'accepter l'affirmation selon laquelle tout n'a pas été sombre pendant les déplacements de frontières et les périodes de transition, selon mes collègues, que l'inventivité humaine a trouvé des moyens de profiter et de prospérer même pendant les périodes d'incertitude. Pourtant, je ne peux me défaire de l'impression qu'en fin de compte, ces frontières célébrées, ritualisées, canonisées, parfois réelles, parfois souhaitées, contribuent encore aujourd'hui à la faiblesse à nombreux niveaux. Elles ouvrent la voie à l'influence des puissances étrangères, comme jadis. Il suffit de penser au plan russe et au plan inspiré par la Russie de ces dernières années, qui suggère, par exemple, une refonte complète de la carte de l'Europe de l'Est au détriment de l'Ukraine, mais qui promettent des compensations à l'Hongrie, à la Roumanie, à la Pologne, etc. Le souvenir de frontières incertaines alimente également les névroses politiques actuelles,
car les sociétés qui se comprennent eux-mêmes comme des victimes maintiennent et sont affaiblies en même temps par des mythes historiques d'injustice et un sentiment de dette historique que le monde, surtout le monde occidental, doit à une communauté nationale particulière. À un moment donné, toutes nos petites nations d'Europe centrale orientale et d'Europe du Sud-Est ont sauvé le continent, ou sauvé la chrétienté, la civilisation occidentale, ou même tous les trois. Alors comment nos frontières peuvent-elles être dangereuses ou au mauvais endroit? Qui va réparer l'histoire pour nous? La réponse est bien sûr que personne, en partie parce que ces questions eux-mêmes sont fausses. Nous devons accepter le fait d'avoir des frontières imparfaites. Il n'appartient pas à l'historien de décider comment cette acceptance doit se produire. Mais en tant qu'historien, nous pouvons expliquer qu'avec la formation tardive des États, avec des héritages de domination impériale qui s'étendent jusqu'à la fin de la modernité, si vous comptez l'Empire informel soviétique, jusqu'au seuil de présent, il est naturel que notre partie du monde ressemble à un kaléidoscope des langues, des religions et des cultures avec des frontières brusquement imposées à cet ensemble de similitudes dans la différence qui caractérise autant les pays de l'Est. À cette raison précisément, aucune frontière ne peut nous rendre justice. Si je peux me permettre d'être un peu pompeux. Les fugitifs de 1848, réunis autour de Prince Czartoryski au Palais Lambert de l'île Saint-Louis, le savaient. Mais nos fondateurs et nos bâtisseurs d'État, dont les images surdimensionnées planent sur notre conscience historique, ont souvent oublié ou ont prétendu d'oublier ce fait inexorable qui est au cœur de notre condition de l'Européen de l'Est. Leurs nationalismes sont traditionnellement tournés vers la France, l'idéal, la vision idéalisée de l'Hexagone et les frontières naturelles, les îles britanniques ou même l'Italie réunifiée comme modèle. Comme l'histoire a montré, ce fut une erreur tragique, cette poursuite des frontières idéales. Nous entrons dans une période où l'on reparle de la modification des frontières et où l'on tente même d'en imposer de nouveau. Je ne veux pas dire que tout changement de frontière doit être tabou. Il suffit de regarder le Kosovo. Mais dans la mesure que possible, il est préférable d'accepter nos imperfections et de reconnaître les devoirs qui en découlent. Une chanson folklorique hongroise, parle des vents froids qui soufflent. Ces vents froids soufflent de l'Est ces jours-ci, évidemment. La chanson fait également remarquer, d'une façon un peu énigmatique, que pour marcher libre, d'une manière ou de l'autre, il faut être libre avec soi-même. Une phrase énigmatique. Être libre avec soi-même. La chanson vient de Transylvanie, une région contestée qui a trop souvent été considérée durant l'époque moderne comme le domaine exclusif d'une nation ou de l'autre. Quel est donc le message? Il s'agit d'une vieille leçon. Il y aura toujours des idéologies et des pouvoirs qui sèmeront le discorde dans notre région à la beauté imparfaite. Et la seule façon de les résister est d'apprendre à être libre dans notre condition post-impériale, non pas en craignant, mais en respectant les frontières. Cela implique de reconnaître que ce qui se passe en Ukraine est le produit d'une logique que nous ne connaissons que trop bien de par notre histoire, une logique dont nous avons été victimes à différents moments, mais aussi auteurs, perpétrateurs. Dire non à cette logique de manipulation de frontières
pour faire valoir des revendications exclusives sur des territoires et des personnes n'est pas seulement un acte de soutien à l'Ukraine à ce moment, mais aussi un vote de confiance à l'égard de notre région et sa voie tardive européenne qui a commencé, ça fait presque 35 ans. J'arrête ici et peut-être nous pourrons continuer quelques questions, à discuter quelques questions plus tard. Merci, Gergely. Donc, comme était la chanson, être libre avec soi-même. La névrose des frontières, ça explique en partie. Et on va finir avec Alexandre Lévy, qui est journaliste indépendant, spécialiste de l'ex-Union soviétique, la Russie et les Balkans. Il collabore actuellement à l'hebdomadaire Courrier international, aussi au quotidien suisse Le Temps, auteur de plusieurs livres, parmi eux, un très important, Carnet de la Stranja, d'un mur à l'autre, dans lequel il revient sur ses années d'enfance et adolescence en Bulgarie, un pays où il effectuait son service militaire avant la chute du régime de Zhivkov. Alexandre. Voilà. Bonjour à tout le monde. Ah, micro. C'est la partie la plus compliquée du débat, je crois. Ce qui me permet quand même de saluer la qualité intellectuelle de tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Merci beaucoup. C'est un des rares avantages de prendre la parole le dernier. Ça permet de porter une appréciation, un jugement, un peu comme le fonctionnaire qui vient de Paris ou de Bruxelles pour voir travailler les gens dans une capitale balkanique. Donc voilà, je me permets de faire ça. Je rassure aussi les traducteurs, dont je voudrais saluer le formidable travail. Ce que je vais dire va être beaucoup plus simple. Mais ça me permet quand même de vraiment avoir une pensée. J'ai eu une pensée pour vous pendant les 40 dernières minutes. Parce que je vois aussi Marie-Vrina dans la salle, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et chaque fois que je vous vois travailler, je pense à ce que François Maspero avait dit de votre travail. Vous êtes des passeurs de mots. Des passeurs de mots. Alors, ça nous amène bien évidemment à parler de frontières, parce que vous êtes des passeurs de mots. Maintenant, il y a des passeurs d'autres choses, de migrants. Je remercie Tony d'avoir mentionné ce livre, qui est un livre, j'ai peur d'employer le mot, un peu hybride, parce que c'est un livre écrit par un journaliste, mais je ne suis pas écrivain. Je ne me considère pas comme un écrivain du tout. Demain, vous aurez l'occasion d'entendre et de voir en vrai un vrai écrivain. Je sais qu'au moins 2 personnes dans cette salle ont lu ce livre, dont Tony, dont la revue a publié plusieurs chapitres, et le bien nommé Luc Lévy, à qui nous devons notre présence ici. Donc je vais juste vous raconter un peu l'histoire de ce livre, la frontière qu'il y a derrière, et surtout mon rapport à cette frontière. Voilà, j'espère que ça va vous amuser et peut-être éclairer un petit peu le débat que nous avons aujourd'hui. Donc, à l'époque, on a eu un débat avec mon éditeur parisien sur le titre. Donc, comme Tony a dit, le livre s'appelle Carnet de la Stranja. Alors, la Stranja, ça ne dit absolument rien à personne, sauf aux Bulgares. Mais lui, il tenait absolument à ce qu'on garde Stranja parce qu'il disait, mais il y a le mot étrange, il y a le mot stranger, donc étranger dedans, donc ça pourra peut-être parler au lecteur. Je ne suis pas sûr que ça a fait son effet, mais le sous-titre est effectivement beaucoup plus important pour nous, en tout cas aujourd'hui. C'est 1989-2019, d'un mur à l'autre. Et ces 30 ans, c'est les 30 ans de ma vie que j'ai passé en France. Et c'était pour moi l'occasion, en fait, de revenir dans un endroit que j'avais connu de façon quasi accidentelle, parce que je n'ai pas beaucoup vécu en Bulgarie, mais il se trouve que j'ai vécu à cet âge fatidique, à l'époque où on doit absolument faire son service militaire. Donc je me suis retrouvé
en train de faire mon service militaire à la frontière turque, qui était à l'époque la frontière la mieux gardée, la plus dangereuse, et c'est là qu'on prédisait que éventuellement débutera la Troisième Guerre mondiale. Il y avait toutes sortes de légendes, mais qui n'en étaient pas vraiment des légendes, comme quoi l'armée bulgare, au sein du pacte de Varsovie, avait pour mission de contenir pendant une quarantaine de minutes à peine une attaque foudroyante venant de l'OTAN. Ça serait fait bien sûr au prix de son existence, y compris de l'existence de la Bulgarie, le temps que l'Union soviétique riposte. Donc c'était une ambiance, ça donne une petite indication de cette ambiance. Une frontière hérissée de barbelés, extrêmement bien gardée, et qui avait cette particularité aussi, qui deviendra 30 ans plus tard un paradoxe. Cette particularité était qu'elle était construite et faite non pas autant finalement pour protéger le pays, parce que l'attaque devait être nucléaire à l'époque, mais pour empêcher ces ressortissants, donc les ressortissants bulgares, de sortir du pays. C'était une frontière qui était faite, y compris dans sa géométrie, dans sa partie ingénieur. Les épis étaient tournés vers l'intérieur. Ce qui était quand même assez impressionnant pour une frontière. Donc vous connaissez l'histoire du mur de Berlin. On l'appelait d'ailleurs le deuxième mur de Berlin pour deux raisons, parce qu'il était très bien gardé et parce que aussi beaucoup d'Allemands de l'Est tentaient de fuir à l'époque le pacte de Varsovie par cette frontière. Ce n'était pas que des Allemands de l'Est, il y avait aussi des jeunes Tchèques, des jeunes Polonais, des jeunes Tchécoslovaques à l'époque, et beaucoup y ont laissé leur vie. Et ça fait partie de l'histoire de cette frontière, y compris de ses mystères et de ses secrets. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des tombes, on tombe sur des ossements, des tombes, et on ne connaît pas encore, il y a encore des familles, des gens qui cherchent leurs proches à cette frontière. Alors l'autre pendant de l'histoire, c'est qu'il y a encore des gens parmi la population locale qui gardent au fond d'un tiroir une récompense, le plus souvent une montre, offerte par l'armée ou les services secrets pour avoir dénoncé le passage des migrants. Donc ça donne une petite idée de l'ambiance de cet endroit enclavé qui est en fait, voilà, pour ceux qui ne savent pas, au sud de la Bulgarie, qui aujourd'hui est un parc naturel. Donc là aussi, l'histoire est assez cocasse, qui donne sur la mer Noire. D'un côté, vous avez la Turquie, donc c'était l'ennemi principal, et puis un petit bout avec la Grèce. Et donc moi, je me suis retrouvé sur cette frontière, cette fois-ci en tant que journaliste, pour couvrir ce qu'on a appelé la vague migratoire de 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2014, jusqu'à aujourd'hui. C'est le principal passage de la route balkanique des migrants. Donc la Syrie a déclenché cette vague, mais dans son sillage, il y a toujours beaucoup d'Afghans, aussi des Africains, des Maghrébins, et petit à petit, cette frontière a connu donc une histoire assez étrange, parce que elle a chuté comme le mur de Berlin, sauf que celle-ci a été démantelée. Les Roms ont récupéré, comme un peu partout dans ce pays, ont récupéré la ferraille, l'ont revendue. De temps en temps, il reste quelques vestiges assez lugubres. Et donc, pendant plusieurs années, la nature a repris ses droits. Donc, c'est devenu un peu comme une espèce de Tchernobyl. C'était vraiment... il y avait toutes sortes d'animaux sauvages, même des hyènes qui venaient de Turquie, etc. Et c'est devenu extrêmement foisonnant, extrêmement intéressant pour le visiteur. Et un endroit sauvage qui est devenu ensuite un parc naturel. Et puis, à partir d'un certain moment, la frontière a commencé à être reconstruite. Cette fois-ci avec des fonds européens, cette fois-ci avec les efforts de l'État bulgare qui, jusqu'à aujourd'hui, veut rentrer. Il est rentré partiellement dans Schengen, mais toujours pas, notamment à cause de cette frontière qui s'est révélée particulièrement problématique, avant comme aujourd'hui.
Et du coup, cette frontière est devenue de plus en plus reconstruite, pas exactement au même endroit, mais presque, très technologique. À l'époque, il y avait des miradors, beaucoup de barbelés. Aujourd'hui, c'est des capteurs thermiques. Voilà, c'est une frontière de haute technologie et qui a cette particularité aujourd'hui. Vous verrez, c'est là que vous constaterez assez vite l'ironie de l'histoire. Cette fois-ci, elle n'était pas faite pour empêcher les gens de sortir, mais les gens de rentrer. Et donc voilà la double vie d'une frontière que j'ai essayé d'explorer en tant que journaliste, tout en essayant de cacher soigneusement le fait que cet endroit n'était pas anodin pour moi. C'est pour ça que voilà, toute valeur journalistique peut être décrédibilisée, délégitimée. Si le Kremlin lit ce livre, il dira « mais c'est pas un journaliste !» comme ils aiment délégitimer notre travail. Donc c'est une fausse objectivité, c'est une subjectivité que j'ai assumée. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que, en racontant toutes sortes d'histoires, parce que voilà, nous journalistes, on raconte surtout les histoires des autres. Et là, pour la première fois, après 30 ans de vie en France, après 20 ans de vie de carrière journalistique, j'ai décidé de raconter aussi un peu ma propre histoire à travers ou en intercalant les histoires de mes interlocuteurs. Alors, je ne sais pas si mon histoire vous intéressera, mais dans les autres histoires, si un jour vous lisez ce livre, vous verrez l'histoire, l'épiphanie d'un légionnaire bulgare qui avait... Entre autres, il y a aussi un espion, un chasseur, un vrai chasseur, un chasseur de migrants, il y a un ancien garde-frontière, il y a un monsieur qu'on appelle le cannibale parce qu'il aurait mangé sa belle-mère et qui est une véritable légende dans la Srandja. Mais moi, je vous raconterai juste l'histoire de ce légionnaire, donc légionnaire d'origine bulgare, qui avait fait son service tout comme moi dans cette région et qui était devenu un peu la mascotte des chasseurs de migrants, parce que les Bulgares, comme d'autres peuples, se sont beaucoup inquiétés qu'ils vont être envahis par des gens qui, en fait, ne faisaient que passer par la Bulgarie. La Bulgarie ne les intéressait pas, leur but était l'Europe du Nord ou l'Allemagne, l'Europe de l'Ouest en général. Donc ils se sont organisés pendant toutes ces années en chasseurs de migrants, et ce légionnaire, à cause de sa stature d'anciens militaires, de forces spéciales françaises, était devenu un petit peu leur conseiller, leur mascotte. Donc il avait des vues franchement racistes, xénophobes, etc., et avec qui j'ai discuté. Donc, à la différence des chercheurs, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Vous avez remarqué la question de la légitimité, quelque part de la morale. C'est vraiment un témoignage extrêmement brut. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans son histoire, c'est que lui, donc il m'a raconté avec beaucoup d'émotion comment il avait fait son service, comme moi, dans cette zone-là, pendant le communisme, et comment, avec un camarade de régiment, il avait réussi à s'échapper donc de son unité, à soudoyer un chauffeur de camion iranien et à passer donc clandestinement avec lui en Turquie. Alors ensuite, après un long périple, il s'est retrouvé en France, dans le sud de la France. Il a immédiatement rejoint la Légion étrangère. Il a baroudé dans l'Afrique et il est revenu en Bulgarie pour prendre sa retraite, tout tatoué, et pour devenir la mascotte des chasseurs de migrants. Et il avait un discours, donc bien sûr, très anti-immigré. Et je me suis juste permis de lui poser la question, mais est-ce que tu te rends compte que tu as fait la même chose que ces jeunes Afghans et que ces jeunes Syriens ? Et je conclurai sur ça. Je me rappelle de son regard, de son expression, de sa mâchoire qui se décroche. Bon, là, je vais faire un défi pour les... Et il m'a dit oui,